précédemment dans l'émission de l'autre con. Ah, ça doit être ma malaria. Ah, ce n'est que la rage. Je l'ai déjà, évidemment. Coup de boule, coule debout. Et c'est là qu'MJ se rappelle qu'il a acheté ce truc presque 100 balles pour ce sketch et que ce n'est pas une bonne idée de lui donner un coup de pied aussitôt dans la vidéo. Oh. Ouais. Enfin, je te retrouve. Qu'est-ce que tu fous là? Et où est le reste de ton corps? Il coûtait trop cher à envoyer. Et donc quoi? Tu t'es décapité toi-même et tu t'es envoyé par Colissimo? Le plus dur, c'est de fermer le colis après. Et pourquoi t'as pas utilisé internet comme la dernière fois? Ça marche pas à cause du VPN de ton nouveau navigateur. Ah ouais. Cette vidéo est sponsorisée par Opera GX. Oh, moi et ma grande gueule. Opera est le meilleur opérateur internet. Opéra. Opérateur. Ah, je viens de comprendre. Le meilleur opérateur internet. Ultra fluide, plus ergonomique que Firefox ou Chrome, avec sa barre latérale pratique pour explorer tes réseaux comme Instagram, Twitter et TikTok, ou chatter tranquille sur Discord, Messenger, WhatsApp ou Telegram pendant que tu regardes une vidéo. Oh bah j'ai plus besoin de ça, hein. Ah mais non, je suis bête, je dois sortir dehors. Il est aussi très sécurisé, proposant un VPN, track blocker et adblocker. Soyez gentil de couper ça durant mes vidéos, j'ai besoin de sous, hein. Très pratique avec son moteur de recherche intégré, son outil de capture d'écran et un système de synchronisation idéal quand tu veux garder ton historique d'un ordinateur à l'autre, ou supprimer ton historique avec l'outil Cleaner. Et je vous jure que c'est vrai, j'utilisais Opera avant même qu'on me propose ce sponsor. Ça fait des années que j'ai pris l'habitude de l'utiliser. Pour vous dire, pratiquement toutes les captures d'écran que vous voyez dans mes vidéos, eh bien je les ai fait grâce à Opera GX. Et surtout customisable avec ses mods qui vous permettent de transformer votre navigateur ennuyeux en logiciel du futur, avec les bruitages de clavier ou de clic, la couleur, le fond d'écran, la forme, la typo et même la musique de votre choix quand vous regardez pas de vidéo et l'apparence de site que vous explorez. Il y a même un mode dédié à Deadpool où vous aurez les couleurs, fond et son à l'image du personnage. Well, this is boring. Téléchargez Opera GX gratuitement en suivant le lien dans la description et profitez de toutes ces options fun et pratiques. Merci encore Opera GX pour le sponsor et... Je faisais quoi déjà? Ah oui, toi. Bon, que me vaut le plaisir de ta visite? T'as encore fait une vidéo sur mon film? Bah non. Ah si. 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 Ah si. Ah si. Ah si. Ah si. Cette intro va encore durer 200 ans, c'est ça? Ça irait plus vite si tu admettais que tu as encore fait une vidéo sur moi. On est dans l'intro de la vidéo, je l'ai pas encore faite la vidéo là. Bah si, vu qu'au moment où les gens regardent, tu l'as fini la vidéo. Va te faire foutre, Wade. Je savais que t'en aurais envie. Et puis quoi, j'ai pas le droit de faire une vidéo sur ton film? Je croyais que t'aimais qu'on parle de toi. Fais pas l'innocent, Achille Talon. On sait très bien que t'en diras du mal comme la dernière fois, et comme tous les autres youtubeurs ciné qui veulent faire leur intéressant. Bah non, pour le coup, j'allais faire une vidéo globalement positive sur ton film. Et voilà, comme toujours, tu ne fais pas comme les autres pour faire ton intéressant. J'ai dit, je vais dire du bien de ton film de merde. Oh. Donc j'ai fait tout ça pour rien. Tu peux me renvoyer chez moi? Mais bien sûr. Ton adresse est toujours à Abu Dhabi, pas vrai? Oh, fils d'Aviara! Oui, incroyable mais vrai, mais le monsieur qui a fait toute une vidéo pour cracher sur le meilleur film de super-héros de tous les temps a aimé le troisième opus de la trilogie Deadpool. Sans déconner, je me suis fait harceler et je me fais toujours harceler juste parce que j'ai dit que le premier film de Deadpool était ok mais sans plus. Ouais voilà, je disais même pas que c'était d'une grosse dose mais c'était déjà trop apparemment. Bon, avant d'expliquer en quoi Deadpool et Wolverine marchent à mon sens là où les deux premiers traînaient du pied, je me dois de préciser certaines choses. Car dire du bien de ce film est un petit peu mal vu dans le cercle des cinéphiles pour des raisons qui se comprennent. Donc, est-ce que je suis en train de dire que Deadpool et Wolverine est le meilleur film de 2024? Non, il est même pas dans mon top 30. Est-ce que je suis en train de dire que c'est le meilleur film de super-héros de 2024? Oh non, on a eu pas mal de bons films de super-héros en 2024 comme Madame Kraven, Venom, Joker, Megam, Jesse... Ultraman Rising. Voilà, Ultraman Rising était le meilleur film de super-héros de 2024.
Non, écoutez, j'abuse déjà de la patience du club des cinéphiles, hein. Ils m'acceptent uniquement parce que je dis du bien de Avatar 2 et de Matrix Resurrection. Si je dis trop de bien de ce film-là, je me fais virer, hein. Je dis pas non plus que Deadpool et Wolverine est le renouveau dont Marvel avait besoin, ni la direction que Marvel doit suivre, ni que c'est un grand film d'action. Je ne porte pas les films Deadpool en grande estime malgré leur qualité. Si je dis que Deadpool et Wolverine est le meilleur de la trilogie, c'est parce que le film est ce que Deadpool aurait dû être dès le début, à mon sens. C'est juste parce que Wolverine est dedans, c'est ça? Non, c'est pas du tout pour le fanservice. Oh quoi? Tu vas me faire croire que Ryan Reynolds et Sean Levy sont des artistes de génie qui font la qualité du film? Tu casses ton propre film, là, en fait. Écoute, je me suis littéralement décapité pour venir ici. J'ai besoin de justifier ma présence. Ouais, comment t'as fait pour te décapiter toi-même? Est-ce que t'as vu Hérédité? Début ou fin du film? Essayez celle de la fin, pareil ici. Fini avec celle du début. Ouch. Et du coup, comment tu t'es expédié? J'ai demandé à Alex Wolff. Ah? Ah oui, il savait comment faire. Bon, j'ai dû attendre 3 heures qu'il arrête de pleurer, mais ça a marché. C'est quoi cette discussion que j'ai écrite? Enfin, bref, Ryan Reynolds, artiste, voilà, c'était la perche que je voulais utiliser. Ryan Reynolds, est-il un artiste? Oui. Peut-être pas le plus grand artiste de tous les temps, mais tout de même un artiste. Ryan Reynolds s'est lancé dans une carrière d'acteur très jeune, ayant des petits rôles dans des séries comme X-Files pour progressivement s'orienter dans la comédie populaire, faisant carrément un caméo dans Harold et Kumar chasse le burger. Mais tu sentais déjà qu'à l'époque il se cherchait et ne voulait pas encore s'enfermer dans un type de rôle liberticide. Il commença à vraiment se faire connaître avec le catastrophique Blade Trinity de David S. Goyer. Blade Trinity? C'est que ces canines sont situées dans son jeu. On refait pas la blague, Wade. Pas drôle. Non seulement le tournage, la production et tout le reste du film fut une catastrophe industrielle, mais le rôle de Ryan Reynolds ne donnait pas une super impression de l'acteur, obligé de se démerder avec des dialogues nuls à chier et un personnage voulant tellement être cool et badass qu'il en était pathétique. J'ai avalé des tonnes d'ail. Et je viens de péter. Discret mais mortel. Et ce qui est inhabituel chez les vampires, c'est que ces canines sont situées dans son vagin. Bon, je poursuis. Qu'est-ce que une vampire lesbienne à sa copine? Écrase un peu. On se voit dans 28 jours. Excuse-moi, j'ai dû manger trop de sucre. Il y a des moments où son interprétation arrive à sauver les dialogues pas inspirés, mais ça s'arrête un peu à... La seule bonne chose dans Blade Trinity, c'est que Ryan Reynolds ne pouvait pas descendre plus bas. Donc pour le moment les super-héros ça marche pas, essayons les films d'horreur avec le remake d'Amityville. Déjà plus drôle que Blade Trinity. Je te l'ai dit, tu peux pas descendre plus bas, hein. Il retente les films de super-héros avec le très décrié X-Men d'origine Wolverine. Stryker a trouvé une façon de te faire taire finalement. Plaisir coupable en ce qui me concerne, et toujours mieux que Blade Trinity. J'ai déjà donné mon avis sur ce bordel dans ma première vidéo sur Deadpool, mais à cette époque, les fans étaient moins cons, car autant ils crachaient sur ce Deadpool, autant ils trouvaient que Ryan Reynolds avait un truc et espéraient quand même le revoir dans un spin-off. Mais en attendant, il a fait un autre tour des genres, la comédie romantique, une petite expérience avec un film où il est enterré vivant et tout le film se passe dans ce petit espace, film un peu oublié et c'est assez injuste car il est pas mal et Reynolds est très bon dans le rôle. Il retente encore les super-héros avec Green Lantern, c'est moins décrié qu'avant mais toujours pas bon, et puis après il joue dans R.I.P.D. Ok. Peut-être que tu peux faire pire que Blade Trinity finalement. Puis arrive ce qui est, à mes yeux, son meilleur rôle, The Voices, où il joue un serial killer schizophrène qui voit son chien et son chat jouer le rôle de sa bonne et mauvaise conscience. Tous deux aussi joués par Ryan Reynolds d'ailleurs. Tu l'as baisé, la salope? J'ai pas à répondre à ça. C'est réalisé par l'excellente Marjane Satrapi, l'autrice et réalisatrice de Persepolis, la BD comme le film. Ça offre un angle original et dosant comme il faut le touchant et l'horreur d'un tel personnage. La mise en scène c'est du bonbon pour les yeux et Ryan Reynolds est parfait dans le rôle du naïf qui vit dans son monde imaginaire et qui se croit obligé de tuer des femmes au taf. Et puis un jour, Ryan Reynolds en avait marre d'attendre son heure. Il a bossé dur, il a multiplié les genres dans lesquels il a joué et il a toujours pas la reconnaissance qu'il espère avoir. Donc il tente le tout pour le tout. Il se concentre sur le projet Deadpool qui, tout d'un coup, attire l'intérêt des producteurs après la fuite d'une vidéo test faite par une équipe interne de la Fox montrant ce que pourrait donner un film sur Deadpool qui assume l'humour et le costume du personnage avec Ryan Reynolds dans le rôle. Cette fuite a permis à ce projet de vite trouver son public, du coup la Fox était prête à tout pour profiter de ce buzz, quitte à accorder à Reynolds des caprices comme faire un film rated R, l'équivalent du déconseillé aux moins de 17 ans sans adultes, et considéré comme un gros risque pour un blockbuster, même aujourd'hui. Donc le public permet enfin à Reynolds d'accomplir le projet qui lui donnera la carrière qu'il espérait, un projet qui lui tient tellement à cœur qu'il en devient le producteur. Captain Deadpool. Non, que Deadpool, tout court. Il fonde même sa propre boîte, Maximum Effort, pour s'assurer le contrôle de ses prochains films. Et l'accueil public, on connaît la suite. Enfin, Ryan est une star.
Bon, il y a des hauts et des bas dans cette nouvelle situation, plus de détails dans la très chouette vidéo d'écran large sur Ryan Reynolds, mais en gros il s'enferme un peu dans une valeur sûre qu'il a bien mis en avant dans son interprétation de Deadpool et a arrêté les prises de risque. Il fait toujours des films rated R, mais ça s'arrête un peu à ça. Situation qui rappelle pas mal celle de Dwayne Johnson, mais à mes yeux en beaucoup moins pire. Parce que le pire de Ryan Reynolds, c'est au mieux oubliable dans cette période-là. Et il a au moins le mérite d'essayer des concepts un petit peu originaux au lieu d'essayer de saboter des licences préexistantes. Sauf exception Deadpool, bien sûr. Même là, il a du respect pour le matériau de base. Et puis disons-le, l'égocentrisme de ce genre de démarche, ça colle parfaitement avec un personnage comme Deadpool, hein. Hey, ça veut dire quoi ça? Je suis super humble, je te signale. Si, je garde toujours la tête sur les épaules. Ouais, ferme ta gueule. Et surtout, grande différence avec Dwayne Johnson, il n'impose rien aux autres films de l'univers partagé. Les films X-Men et Wolverine ont pu continuer à faire leur truc sans que Reynolds fasse son caprice, genre interdire de tuer Logan, ou forcer Dark Phoenix de supprimer des personnages pour les garder dans Deadpool, ou interdire l'emploi de machin truc dans les Nouveaux Mutants, car il avait absolument besoin de le buter violemment dans Deadpool 2 pour la blague. La hiérarchie de mort dans l'univers Marvel va changer à tout jamais. Non, il se contente des restes que la Fox et Marvel n'ont pas prévu de reprendre, et fait son délire en à côté. Il crée même un second Colossus et un second Fléau pour pas embêter les autres films X-Men qui utilisent ces personnages. Les liens avec les autres films sont des blagues, et il n'y a aucune réelle tentative de cohérence entre films qui seraient liberticides. Bon, ce qu'en fait Deadpool et Wolverine, on en reparlera plus tard, mais bon. Autre grande différence avec Dwayne Johnson, c'est qu'il a des cheveux. C'est qu'il ne se donne pas tout le temps le beau rôle. Et il a des cheveux, oui aussi, Wade. Comme Deadpool, il joue le loser, le maladroit, le mec qui perd souvent, parfois même le connard, et mieux, parfois il produit des films dans lesquels il ne joue pas. Un bon film aurait été mieux, mais bon, il a pas le côté aimez-moi de Dwayne Johnson, et il est plus sincère et assume d'être ridicule. Mais tout ça, ça n'en fait pas forcément un artiste, me direz-vous. Et vous auriez raison. Le film qui pour moi en a vraiment fait un artiste intéressant à suivre, quelqu'un qui a réellement une vision à partager avec son public, qui a un propos personnel à transmettre, c'est... Free Guy. Sérieux? Ouais, bon, je dis pas que c'est Citizen Kane non plus, hein. Free Guy était en production durant le rachat de la Fox. C'est même l'un des tout premiers films de la Fox dont la production a continué sous Disney. Et clairement, Ryan Reynolds était paniqué par ce nouveau paradigme. Outre le fait qu'il a produit une version tout public de Deadpool 2, comme s'il sentait que Disney allait imposer cela à son bébé, dans Free Guy, projet qui l'a énormément inspiré, il a même admis qu'il n'a jamais été aussi impliqué dans un film depuis le premier Deadpool, il transmet un sous-texte intéressant dans son contexte de production. Comme s'il essayait d'exprimer sa frustration d'artiste dans un monde de plus en plus dominé par le capitalisme, les modes et les contrôles de producteurs. Ok, non, que t'essaies de me faire croire que derrière le sourire mignon de Reynolds il y a un cœur et un cerveau, et pas un algorithme et des fils électriques, c'est une chose. Mais... tu veux me faire croire que Free Guy est un film avec une intention artistique anti-système? Bon ouais, ok, j'admets, je voyais venir que certains allaient avoir un blocage là-dessus. C'est vrai que moi aussi, j'avais une vision assez cynique de Free Guy que je voyais comme un blockbuster de comique comme un autre, qui se contente de surfer sur les modes de Fortnite ou VR Chat. Une sorte de Ready Player One Eco Plus avec fanservice Disney en bonus. Il se fait pas chier, lui. Mais Ready Player One est aussi jugé de la sorte, malgré sa critique de l'industrie de la fiction de plus en plus pertinente de nos jours. Et la première fois que j'ai vu ce film, et ben j'avais vu un film où un artiste isolé se fait racheter son œuvre, doté d'une vision spécifique et personnelle, par une grosse corporation qui la dénature et la rend plus consensuelle, fanservice et mercantile, au service d'un Richard mégalomane. Et on pourrait créer un jeu original. Créer un jeu original? Pourquoi je ferais ça alors que je peux faire une suite? Pour en faire un meilleur. Les franchises et les suites, voilà ce qui plaît au public. Et je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que Ryan Reynolds avait quelque chose à dire sur la situation. Surtout que, ouais, cette situation a chamboulé le futur de son bébé Deadpool. Il ne le cache même pas. Tu sais, pendant longtemps, même moi j'y croyais pas trop. Disney qui rachète la Fox, tout un pataquès avec les droits, bla bla bla. Mais il se trouve que celui qu'il voulait, c'était moi. Moi, le seul personnage qui devrait même pas avoir son film à lui. Encore moins une franchise. Ah, ils sont tellement couillons chez Marvel. C'est un truc qu'on peut pas enlever à Ryan Reynolds. Il capte son public. Il sait dans quoi il baigne. Il sait ce qu'ils veulent. Je veux dire, la façon dont il a surfé sur le bad buzz du bucket de Dune 2, voilà quoi, ça montre qu'il sait ce qu'il fait, le mec. I'm gonna lose my virginity to the Dune popcorn bucket. Et c'est pour ça qu'après avoir vu Free Guy, je me disais que Deadpool 3 allait être très intéressant. Bon, ok, je l'avoue, j'étais pas pour autant 100% confiant. Par le réalisateur de 13 à la douzaine. Ah merde, opportunité de Black Monkey pour le coup. Ouais, je veux dire, c'était sur un plateau d'argent, quoi. Je suis sûr qu'auprès des spectateurs, ça aurait fait un malheur en termes de marketing. Pourquoi vous l'avez pas fait? Sean Levy est un yes man.
Ce n'est pas un réalisateur avec une patte, une identité ou un thème récurrent. La seule raison pour laquelle il se retrouve à faire Deadpool et Wolverine, c'est parce que Ryan Reynolds peut faire ratatouille avec lui. Il fait tout comme il dit et c'est exactement ce qu'il cherche. C'est pour ça que je mets l'intention artistique de Free Guy ou même de Deadpool et Wolverine plus sur Reynolds que sur Levy. Sean Levy est tellement un faiseur obéissant à ses commanditaires que je le trouve carrément injustement critiqué sur certains points. Beaucoup ont critiqué sa mise en scène pauvre, ses choix de colorimétrie et de cadres qui cachent des scènes qui auraient pu être grandioses, voire magnifiques sous l'œil de meilleurs réals, et oui, je suis entièrement d'accord, ce film ne brille pas du tout dans sa cinématographie. Mais blâmer Levy me paraît un peu injuste. Parce que Sean Levy a fait mieux, quand il avait d'autres producteurs. Le mec est tellement un yes man que son style de mise en scène s'adapte à la personne qui produit. Real Steel, probablement son meilleur film, est produit par Steven Spielberg, donc son film a l'apparence d'un film de Spielberg light. Le jeu de lumière, le thème du père absent, l'imaginaire, etc. Les nuits au musée sont produits par un Chris Columbus post-Rent, donc son film va ressembler à Percy Jackson esthétiquement. Deadpool et Wolverine est produit par Kevin Feige, donc il va te dire de faire ressembler ton film à tous les autres films de Marvel Studios. Vraiment, la colorimétrie de ce film n'est pas si différente de celle de Captain America le Soldat de l'Hiver, d'Ant-Man et la Guêpe ou des Spider-Man du MCU. Certes, c'est pas la meilleure des excuses, hein, d'autres réals du MCU ont pu apporter un minimum d'esthétique, même The Marvels et Black Widow, mais je préfère blâmer les vrais responsables de cette esthétique sans saveur qui existe que pour faciliter le travail en post-prod si les mecs décident de changer le décor ou quoi, plutôt que le mec qui a juste fait ce qu'on attendait de lui sans prise de risque. Et pour les mêmes raisons que quand je critique les effets spéciaux d'un film, je critique les commanditaires plutôt que l'équipe technique qui doit déjà subir des conditions merdiques pour finir l'équivalent d'Avatar en 3 mois au lieu de 3 ans. Je travaille 27 heures par jour depuis 17 semaines. Parce que voilà, c'est certes un yes man, mais c'est un yes man efficace. Quand il a un concept amusant, il arrive à en faire quelque chose. Ses Nuits au musée sont probablement les films les moins intéressants de sa filmographie, et pourtant quand il a une idée cool, genre Ben Stiller se planque dans un tableau, il arrive à faire des trucs sympas. Parce qu'on a beau critiquer les yes man, ça reste des humains qui ont des émotions, et parfois de la créativité. Donc quand on leur donne une occasion, ils arrivent à exprimer des trucs. Merci MJ d'avoir rappelé que les humains sont des humains, je l'aurais jamais compris sans toi. Dixit l'animatronique, hein. Eh, pas de discrimination. Au moins, je vais pouvoir conclure avec le poulet de Five Nights at Freddy's. Wait, non, attends, c'est des gosses! What? Crazy Night, j'admets, je me souviens plus de l'idée rigolote de la course-poursuite en voiture encastrée dans un taxi que des gags ou des dialogues. Et puis un réel style était très bien, en partie parce que les producteurs l'ont bien guidé, mais un réel vraiment mauvais aurait raté son truc, même avec Spielberg en producteur. Pas vrai, Colin Trevorrow, Jon Favreau et Ian DeBont? Et ce que je vais dire va peut-être choquer certains, mais... c'était un très bon choix pour un film Deadpool. Quoi? Le réal de la Panthéro, c'est un bon choix pour mon film? Tiens, encore une opportunité de blague manquée. Mais oui, c'était un bon choix. Bon, certes, je peux citer de meilleurs réals pour un film Deadpool, Edgar Wright, James Gunn, Matthew Vaughn, Phil Lord et Christophe Miller. Même Taika Waititi ferait un bien meilleur film qui pourrait explorer le potentiel du personnage. Mais des 3 réals qu'a eu Deadpool, Sean Levy est celui qui fonctionne le mieux. Tim Miller et David Leitch ont du talent, et je comprends pourquoi Reynolds les a engagés, mais leur talent s'arrête à un domaine spécifique, et je ne pense pas que c'était forcément le domaine à prioriser dans un film Deadpool. Tim Miller est un réalisateur qui a du talent dans l'animation. Il fait de très chouettes épisodes de Love, Death and Rebirth, de superbes cinématiques pour des jeux comme Mass Effect 2 ou Star Wars Old Republic, ainsi que l'incroyable générique de Millennium de David Fincher. Et quand il tient une caméra, il est serviable au mieux. C'est pour ça que les quelques moments où sa mise en scène se réveille, dans Deadpool ou même dans Terminator Dark Fate, c'est quand la séquence a tellement de synthèse que c'est pratiquement un film d'animation. Je comprends pourquoi on l'a choisi pour le film, déjà c'est lui qui a fait la fameuse démo de Deadpool qui a permis au film de se faire, mais en plus c'est un blockbuster avec beaucoup de synthèse et des personnages animés. Fort probable que son plus grand apport à la licence soit l'emploi d'un masque de synthèse pour Deadpool qui permet de retranscrire ses émotions à travers, et que sous un autre réal, on aurait eu un masque immobile. David Leitch, à l'époque, ressortait à peine de John Wick, donc son talent était surtout l'action et la colorimétrie, qui sont en effet les grandes forces de cet épisode, et la raison pour laquelle Deadpool 2 est un meilleur objet cinématographique que le reste de la trilogie, malgré qu'il n'est pas le meilleur film de Deadpool selon moi. Car comme Tim Miller, il pêche sur la gestion du truc le plus important chez Deadpool, l'humour. Sean Levy a certes des lacunes en termes de mise en scène, mais il a de l'expérience en termes d'humour. Alors, certes, pas les meilleures comédies du monde, hein, genre sa trilogie La Nuit au musée en devient embarrassante quand les moments d'improvisation tombent à plat, mais je pense que c'est surtout dû à un script qui laisse aucune matière, et le fait que ces acteurs ne sont clairement pas dans leur environnement naturel quand ils font un film pour enfants rempli d'effets spéciaux. Aussi, un des acteurs en question est Ricky Gervais, donc gros handicap. Mais Levy sait sauver les meilleurs gags par son timing comique. Les moments les plus drôles de cette licence reposent vraiment sur l'humour de situation et le montage.
Du coup, Deadpool et Wolverine réussissent le truc qui était un petit peu le défaut des précédents films, l'humour. Avant Deadpool et Wolverine, le meilleur gag, c'était la mort des X-Force. Et en dehors de ça, c'était surtout les acteurs qui improvisaient et quelques cascades rigolotes qu'on pouvait trouver dans d'autres films d'action de l'époque. Au bout d'un moment, c'était juste des films de super-héros classiques avec un personnage principal qui fait plus de vannes que d'habitude. L'humour d'improvisation, c'est dur. Surtout quand tu t'appelles T.J. Miller. Donc pour bien le réussir, faut aussi des réals qui savent gérer l'improvisation, l'appliquer de façon fluide à la narration et au script, et surtout lui donner un minimum de rythme au montage. Rythme qui renforcera l'humour des dialogues. Et deux réals se contentent de laisser les acteurs improviser leurs dialogues pour essayer de conserver sa place de film comique, ce qui rend les moments très lourds et faisant du surplace. Je viens faire une proposition. Une proposition? C'est ce qui s'appelle tendre une perche. Qui veut faire la première vanne de cul? Faut qu'on la fasse ensemble. Ouais. On est d'accord. Si on vous avale la sucette, c'est 45 $. Me déshabille jamais, la bouche ou rien. Merde! La proposition, un film avec Guy Pearce au sommet de son art. Non, attendez, je voudrais refaire ma phrase. La perche encore? On peut dire que David Leitch a trouvé la bonne méthode dans les films qu'il a fait après Deadpool 2, et il traînait clairement dans le cas de ce dernier. C'est vraiment nécessaire, ça? Non, c'est un basique de l'instinct. Est-ce que T.J. Miller était drôle à un moment de sa carrière? Parce qu'à part dans Ready Player One, j'ai pas souvenir qu'il m'ait fait rire une seule fois. Dans Deadpool et Wolverine, les gags sont maîtrisés. Peut-être quelques moments d'impro trop longs avec Peter et Jon Favreau, mais le reste du temps, le montage, les situations, la direction, le film est vraiment drôle. J'ai revu le passage où Nicepool se fait descendre plusieurs fois en 2 langues différentes, et je trouve toujours ça hilarant. Tu mets combien de temps à te régénérer? Régénérer? Je suis sûr que vous aviez même pas capté le cri de corbeau au moment où on cut sur Wolverine. Et ça ne repose pas juste sur le sourire débile de Nicepool ou la situation ou le gore, mais la chorégraphie entre chaque action, réaction et dialogue. Le montage tout simplement. Un standard de notes, c'est des hôpitaux miniatures. Ils vendent des kits chirurgicaux. Mais pas du tout. Je vais te sauver. Dans ses rêves. Allez, respire. Enfin, on a les gags que Deadpool mérite. Le faire voyager dans les dimensions pour rencontrer des versions alternatives d'un personnage culte. Le faire donner un coup de boule à la caméra après avoir renié la Fox pour rejoindre le MCU. Le faire danser durant une scène d'action sanglante. Beaucoup de bonnes choses ont été dites sur la fameuse scène de sexe dans la voiture. Oui, scène de sexe. C'est une scène où 2 personnages lâchent leurs émotions et se pénètrent pendant des heures en faisant des remarques sur la bite de l'autre. Et ce dans un endroit fermé, intime et jusqu'à épuisement. Le tout avec une célèbre chanson d'amour en fond. Scène la plus gaie de toute l'histoire de Marvel. Oui, mon petit Scrooge mignon. Tu pensais que j'allais résister à ces pecs au Wolvie? Mais je trouve qu'on ne parle pas assez du fait que cette scène profite parfaitement du côté immortel de ces personnages pour faire une scène purement comique. Ni du timing, choix de plan et montage qui renforce l'hilarité de ce passage. Dans les commentaires audio, Reynolds et Levy expliquent que Marvel insistait pour qu'il laisse des espaces entre chaque blague pour laisser les spectateurs rigoler et réagir. Mais ils l'ont pas fait, priorisant un meilleur tempo comique au produit final. Du coup, oui, ils le disent à plusieurs reprises dans le commentaire audio, les spectateurs ont loupé beaucoup de vannes tant ils rigolaient. Du coup, ça leur a donné une bonne raison de revoir le film. Donc sur le long terme, c'est plus avantageux pour le film. Là où les autres films Marvel populaires passent moins bien au revisionnage, quand on remarque que ces espaces silencieux que Marvel voulait rendent la scène bizarre, gênante et moins drôle quand tu n'as pas l'engouement d'une salle de cinéma remplie qui découvre le film pour la première fois. Il a fallu attendre le 3e film, mais voilà. Les scènes sont comiques, le scénario est comique, même les méchants sont comiques. Les méchants ont toujours été le pire truc de ces films, genre Ajax était encore plus chiant qu'à l'épisode d'Eric, et le dirigeant de la clinique de conversion était à peine un personnage. Sa personnalité s'arrêtait à raciste et fan de la Bible. Là, on a 2 antagonistes ultra fun. Je sais que beaucoup de fans se plaignent que Cassandra Nova est beaucoup trop jolie comparée à son homologue dans les comics, et ouais, moi aussi j'aurais bien aimé qu'elle ait la tête ridée qu'elle a dans les comics, mais Hollywood aime pas les femmes de plus de 40 ans. Tu savais que c'est à 25 ans que l'âge de fertilité d'une femme commence à diminuer? Et c'est indéniable que c'est une méchante, fun, drôle, intimidante, dont on prend la menace sérieusement, au pouvoir cauchemardesque, comme quoi on a des idées visuelles créatives malgré tout, qui arrive à avoir une bonne alchimie avec tous les personnages avec qui elle interagit, faisant d'elle un ennemi surprenamment intime, et surtout, elle parvient à voler la vedette chaque fois qu'elle est à l'écran. Et putain, quand tu voles la vedette à Deadpool et Wolverine, c'est que tu fais un truc vraiment bien. Je vais vous décomposer la cervelle en particules fines tout en me caressant le petit minou au son de la compile d'Enya. La compile est sortie? Soit vous me tuez, soit c'est moi qui vous tue. En tout cas, les 2 perspectives m'enchantent. Elle est le genre de méchante caricaturale qu'on kiffe de voir dans ce genre de film. Même Monsieur Paradoxe, je le kiffe. Un bureaucrate coincé qui cache sa frustration de ne pas avoir son quart d'heure de gloire. Ça c'est le genre de méchant que Deadpool mérite. La parfaite victime de ses conneries. Rien que la façon dont il crie le simple mot fuck est hilarant tant l'acteur et le caractère du personnage ont bien préparé la frustration d'être la victime de Deadpool.
Je veux dire, c'est comme si on avait Ursula et le prince Jean dans le même film, je suis obligé de kiffer. Même Pyro a des moments de personnalité sympa et se fait rabaisser de façon amusante par nos héros. Il est loin du petit con rigolo d'X-Men 2. Tout ça, c'est ma faute. Bah, on a découvert que c'est les mâles qui portent les gènes mutants et qui peuvent les transmettre. Alors c'est sa faute à lui. Mais il a toujours du charme et des moments amusants. Vous avez pas l'idée de ce que c'est de ramasser la merde jour après jour. Va chercher la viande. J'ai passé mon existence entière. On n'a pas tous droit à un monologue. Même le gag de 90% des comédies d'action de ces 10 dernières années, les chansons populaires qui font un décalage avec ce qui se passe dans le film, est maîtrisé. Déjà, toutes les chansons sont principalement des chansons d'amour, ce qui montre un choix délibéré dans le registre musical, mais aussi... Bah ouais, il ne cache même pas que c'est vraiment une scène de sexe. Même le montage Retour vers le futur, ils prennent Power of Love, au lieu de prendre une chanson qui aurait encore plus appuyé Retour vers le futur, genre Back in Time ou le thème d'Alan Silvestri par exemple. Et enfin, un de ces films à la bande-son ironique a pensé au potentiel comique de mettre du Avril Lavigne. Sans déconner, j'avais le sourire aux lèvres à ce moment-là. Admettez que c'est quand même mieux que de réutiliser Holding On for a Hero pour la milliardième fois. Pas vrai, Mario le film, Tetris le film, Bullet Train le film, Shazam 2 le film, et Knuckles, la série basée sur Sonic le film, sale plagiaire de Shrek 2. Tout le monde s'est bien sûr éclaté sur la chanson de NSYNC, qui non seulement est l'occasion pour une intro fun, mais aussi c'est une chanson d'amour. Mais qui parle d'un amour avec une personne toxique et le besoin de rompre avec cette personne. Qui parle de Kevin Feige, de la Fox ou de la politique de tout doit être canon des films de super-héros, ça reste à débattre. Mais vous voulez que je vous dise un truc qui rend le choix de cette chanson encore plus génial? C'est la seconde fois qu'on l'entend dans un film X-Men. Les silences gênés, moi ça me gave. Qu'est-ce que tu fais? Mais bien sûr, l'autre chanson que tout le monde a retenue, c'est Like a Prayer de Madonna. Parce que, Sean Levy et son compositeur Rob Simonsen ont principalement refait ce qu'ils ont fait avec Running Up the Hill dans Stranger Things. Faire une version un peu normale rendue un peu plus épique pour un moment d'action, et faire une autre version plus émotionnelle et grandiose pour le final, et même qu'on utilise ça à un moment pour faire un moment shonen. Ils avaient raison. Ça a marché ici comme ça a marché pour Stranger Things pour le coup. Comme quoi c'est peut-être ça qui manquait à Adam à travers le temps. C'est Sean Levy qui avait réalisé cet épisode de Stranger Things, oui. Il est le producteur exécutif de la série et il réalise des épisodes depuis la saison 1. Je sens que j'ai révélé que c'était le réalisateur préféré de toute une génération sans faire exprès. Ah, pauvre gosse. Avoir son enfance façonnée par le mec qui a fait 3 épisodes d'Animorph. Oui, alors là, pour le coup, perché comme blague, hein, même pour une règle des 3. Hein. Eh ben, tu m'excuseras, mais je fais ce que je peux sans bras. Et j'aime bien le détail que les flashbacks de ce moment shonen sont principalement composés de scènes inédites. Laura qui finit ce qu'elle voulait dire sur Logan, Logan qui récupère la photo des habits de Wade, Wade qui regarde son costume, et le discours touchant de Logan qui assume d'être LE X-Man. Comme si ce moment apportait littéralement les dernières pièces des 2 arcs de nos héros. Non vraiment, j'ai beau critiquer Levy et le trouver moyen au mieux, mais là il était vraiment inspiré, et pour une fois, j'étais vraiment investi par l'émotion d'un film Deadpool, alors qu'avant ça me laissait de froid. Et non seulement la mélodie et le style de la chanson collent, mais même le thème de la chanson est adéquat. Bon, plus ou moins, hein, parce que c'est surtout une chanson sur la relation compliquée entre Madonna et la religion, mais quand elle commente sur cette chanson... Dès que t'es catholique, tu seras toujours catholique, que ce soit dans tes sentiments de remords, et si tu as péché ou pas. Je suis dévastée par le remords quand j'ai besoin de l'être, et ça, c'est ce qui reste de mon éducation catholique. Parce que dans le catholicisme, tu es né pécheur, et tu seras un pécheur toute ta vie. Peu importe comment tu essayes de te conformer, le péché est en toi, tout le temps. Ta vie de merde ne servira jamais à rien. C'est la chanson qui résume l'arc de nos 2 héros, qui sont accablés par la culpabilité et l'idée qu'ils ne sont jamais assez bien selon une autorité suprême, limite divine, et qui finissent par dépasser cet état d'esprit, d'assumer qu'ils sont très bien comme ils sont, font ce qu'ils font de mieux, et démontrent qu'on n'a pas à leur dire qu'ils sont pas assez bien. Et on en vient à la partie qui me fascine le plus à propos de ce film, parce que... pas assez bien selon qui? Eh bien selon Kevin Feige, Disney et le MCU. Et ouais, il est temps de parler de la partie métatextuelle du film. L'analyse métatextuelle, c'est donc le moment pour... La métatextualité du multivers. Oui, je sais, on a un peu la surdose de films sur le multivers. On est à un stade où on n'arrive même pas à être excité par un film Avengers parce que ça va être le summum de l'exploitation du multivers. Et on grogne quand on annonce que le prochain film Spider-Man du MCU parlera du multivers aussi. C'est tellement commun cette critique que même Ryan Reynolds l'a capté et se moque des discours autour du multivers dans le film. C'est pas top. Ça a été échec sur échec sur échec. Le premier à faire du multivers, ça a été le magicien d'Oz. C'était imbattable. Les gays l'ont compris, eux. Mais on les a pas écoutés. Alors on va assumer
et passez à autre chose. Non, ça a été impec tout le temps à partir de Endgame. Mais comme je l'ai déjà dit dans mon épisode sur Flash, le multivers a un sens. Sens qui a été complètement oublié par des daubes comme What If, qui lui l'utilise surtout pour créer des enjeux artificiels et faire du fanservice. À la base, le sens du multivers, c'est la déconstruction. Confronter ce qu'on connaît à une alternative pour mieux comprendre son essence. Les gens ont tendance à dire que c'est la pire idée du monde parce que, je cite, ça tue tous les enjeux. Parce que comme on rend accessible d'autres réalités infinies où tout est possible, la mort, le libre arbitre et les conséquences n'ont plus de sens. Genre, on fait revenir d'entre les morts Wolverine en détruisant toute l'émotion de sa mort dans Logan. Critique qui me fait beaucoup rire parce que je trouve au contraire qu'on a le problème totalement inverse. Parce que j'ai grandi avec des séries comme Star Trek, Stargate, Sliders, Buzz l'éclair et bien d'autres. Sans parler des films qui parlaient du multivers avant que ce soit la mode de parler du multivers. Et vous savez c'est quoi la leçon qui revient le plus souvent dans toutes ces histoires ? Ce ne sont pas les mêmes personnes. Quand Kirk rencontre le Spock barbu, ce n'est pas son Spock. Quand Daniel se retrouve dans une autre dimension avec une Carter non militaire, un Teal'c dévoué à Apophis et un Jack génocidaire, ce n'est pas son équipe. Quand Queen Mallory est dans un monde où le Golden Gate est bleu, ce n'est pas son monde. Du coup, pour moi, ce Wolverine, malgré qu'il soit joué par le même acteur, ce n'est pas le même Wolverine. Et le film insiste bien là-dessus, ce n'est pas le Wolverine qu'on a suivi pendant 9 films et qu'on a vu mourir. Celui-là est bel et bien mort. J'étais sceptique et méfiant avant d'aller voir ce film. Surtout que voilà, j'étais pas très joie à ce que Hugh Jackman sacrifie son intégrité artistique pour reprendre le rôle de Wolverine après avoir fait son chant du cygne dans Logan. Mais dès la scène où Deadpool profane la tombe de Logan, déterre son squelette en adamantium et le détruit morceau par morceau, eh ben j'étais conquis. Déjà parce que c'est le genre de troll que j'attends de la part de Deadpool, qu'il saccage la tombe de Logan, qu'il vole le fauteuil de Professeur X, qu'il cuck Thanos, etc. Bon, on connaît le titre et je sais ce que tu te demandes. Comment on va s'y prendre sans déshonorer la mémoire de Logan? Alors je vais te le dire. On s'en fout. Mais aussi, ils assument. Ce Wolverine peut pas être plus mort. Puis le montage des alternatives de Wolverine qui permet d'ancrer le fait que, ouais, on va pas avoir le même Wolverine du tout. Tout ce montage met en place la base de la question récurrente. Mais c'est quoi Wolverine pour commencer? Le Wolverine, de son nom scientifique Gluo, non, vraiment, ou glouton, est un mammifère carnivore solitaire et farouche qui vit dans la taïga et toundra d'Amérique du Nord et d'Eurasie. Il ressemble à un gros furet avec une queue velue et une fourrure dense qui lui permet de résister au grand froid et mesure entre 75 et 110 cm. J'ai pas compris le rapport avec le film par contre. Ah mais y a pas de rapport avec le film, hein. J'aime juste rappeler cette anecdote pour casser le mythe. Est-ce que c'est la petite créature qui aurait dû être jouée par Danny DeVito? Est-ce que c'est la bête sauvage mal coiffée qui attaque tout le monde? Est-ce que c'est une figure christique? Est-ce que c'est un vieux monsieur? Est-ce que c'est un beau gosse? Est-ce qu'il a besoin de retourner à ce qu'il était dans les comics? Est-ce qu'on a seulement besoin qu'il soit joué par Hugh Jackman? Ah, sa mère la pute! C'est Calvin Wolverine! Il nous fallait ça! Et on va vous traiter tellement mieux que c'est trop du cul du studio d'en face! Ce montage montre très bien que même dans les comics, Wolverine est un personnage riche avec des centaines de facettes, alors pourquoi on aurait quelque chose à foutre que ce soit le même Wolverine dans le film? Le Wolverine qu'on obtient est finalement le Wolverine dont Deadpool a besoin. Si Deadpool est l'arme fatale, Wolverine doit être son Roger, le mec caractériel trop vieux pour ses conneries qui finit par s'attacher et comprendre le bariole avec qui on l'a collé. Ça aurait pas été la même chose avec le Wolverine des films X-Men, déjà parce qu'on aurait répété pour la 4e fois le même arc, mais aussi parce que, disons-le, il aurait beaucoup plus facilement accepté de sympathiser avec Deadpool, s'enchaîner les bières, et les deux auraient fini par se foutre de la gueule de Cyclope plus qu'autre chose. His claws, whack! The fact that he smells like a warthog, whack! The fact that Magneto beats his ass every time they fight, whack! C'est un Wolverine qui est devenu plus social au cours des films, ça aurait pas eu de sens. Mais ce n'est pas la seule déconstruction intéressante dans ce film, non, celle qui m'intéressait le plus de Free Guy, et qui heureusement est au cœur de ce film-là, l'utilisation du multivers pour parler du rachat de la Fox par Disney. Ouais, je l'avais vu venir avec Free Guy, les photos du tournage avec un logo de la Fox délabré me l'ont confirmé, et ce fut cool d'enfin voir ce sujet réellement traité dans le film. Non seulement ils le font directement, Disney qui rachète la Fox, tout un pataquès avec les droits, bla bla bla, mais ils le font aussi par allégorie. Bon, je sais ce que certains vont me dire. I know writers who use subtext and they're all cowards. Ouais, de la part de Deadpool, ça peut sembler bizarre qu'ils utilisent une allégorie en prenant la TVA de Loki pour les faire jouer l'équivalent des producteurs Marvel et Disney, là où même She-Hulk nomme directement Kevin comme le boss final à vaincre dans son histoire. Kevin? Un acronyme pour Kit Expert en variables d'interconnexion neuronale. Tu t'attendais à voir un humain? Ah oui.
Pourquoi j'aurais dû m'attendre à une intelligence artificielle plutôt qu'à un humain? D'ailleurs, en parlant des She-Hulk, j'étais parti pour ressortir mon argument à propos de tous ces crétins qui disent que la scène où She-Hulk twerk, c'est la pire scène de toute l'histoire de la fiction, en disant que si Deadpool aurait fait la même chose, vous auriez trouvé ça génial, et le succès populaire de la scène d'introduction le confirme un peu. Mais entre-temps, il y a eu Sonic 3 qui est sorti, et la scène des deux Robotnik étant 1000 fois pire et quand même considérée comme le pic du cinéma, je trouve que c'est encore plus parlant. Je veux dire, au moins la scène du twerk dans She-Hulk, ça collait au personnage, et au moins c'était pas durant une mission importante. Non, là, c'était un moment d'amusement entre amis, un truc du quotidien, quoi, ça colle, quoi. Mais ouais, à ce compte-là, autant faire pareil, montrer Deadpool se faire embarquer par Kevin Feige et ses avocats, et Wade qui va foutre le souk dans les studios de Disney. Mais, pour être honnête, il cache à peine ce qu'il est en train de dire. Au début du film, il va voir Jon Favreau pour avoir le droit d'être dans le MCU, donc plus ou moins l'équivalent d'aller chercher Kevin dans She-Hulk, d'accord, qui joue son personnage d'Happy, mais voilà quoi. Le réalisateur des premiers Iron Man et producteur d'une partie de Marvel, ça reste pertinent. Et quand il se fait récupérer par la TVA pour entrer dans l'univers du MCU, eh ben y a ça qui se passe. T'entends-tu, Fox? Moi je pars à Disneyland. Va chier! Et j'aime bien que ce qu'il fait avec ça, c'est commenter sur le fait que, ouais, cool, le MCU me propose de les rejoindre. Mais de l'autre côté, ils me disent de supprimer les histoires que j'étais en train de raconter, mon canon, et les personnages que j'avais mis dans mes films ou séries. Et ce, pour mieux se réapproprier mon histoire et m'utiliser comme un personnage secondaire dans leur plan pour Avengers. Non merci. Parce que disons-le, c'est ce que voulait faire Marvel à la base. Avoir Deadpool, mais sans s'embêter avec ce que les précédents films ont mis en place. It's really one of the reasons that I think the story was sort of an allegory for real life, in the sense that, you know, Disney bought Fox and then, you know, basically wanted Deadpool but didn't really want his friends in the universe that he came from, and just, you know, in effect pruned it in the parlance of the TVA. And that sort of led for the story that we wrote, really. It was just like lean right into the thing that's actually happening. Et il suffit de voir la nouvelle série Daredevil qui garde que le personnage principal et son antagoniste pour se débarrasser de son entourage et les remplacer parce que le MCU a mis en place. Clairement, que ce soit Kevin Feige ou d'autres décideurs de Marvel et Disney, il y a une intention de supprimer des spécificités de production des autres boîtes comme Sony, Fox ou Netflix, tout en récupérant le personnage qui les intéresse. Genre, fuck you mec qui a voulu faire son propre truc. Ce personnage existe que pour être à nous. Et même dans Deadpool et Wolverine lui-même, bah on n'a pas tant que ça la galerie de personnages de Deadpool, malgré que la motivation principale de Deadpool est de sauver ces gens. Parce que si on fait rien, il meurt. Moi, sauver le monde, j'y connais rien. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tout mon monde à moi, il tient dans cette photo. Attends une seconde, où est Cable? Il coûtait trop cher. Et où est Domino? Parti à la concurrence. Et où est Russell? Lui, il est devenu youtubeur français du nom de Michael J. Et où est la fouine? Je l'ai tué. Cool. Ouais. Tu savais que dans Transformers 4, Michael Bay l'a fait tuer au début du film parce qu'il ne le supportait pas. Et pourtant, niveau humour insupportable, le mec est une pointure, hein. Ça te dit, on va pisser sur sa tombe? Je vais prendre l'Évian. Bye bye. Mais j'imagine que c'est parce que Marvel et Disney l'ont forcé à faire un truc avec ce que le MCU a mis en place, la TVA, le multivers, ou encore le on refait No Way Home mais avec les X-Men, et que c'est parce qu'il a insisté que Reynolds a pu leur donner une petite place. Rien que le fait qu'il a pu garder le Rated R, faisant de ce film le premier film du MCU Rated R, montre que Reynolds a pu imposer ses conditions, même s'il s'adapte à ce que demande Kevin. Et franchement, tant mieux. Les films Deadpool n'ont rien à gagner en étant dans le même univers que le MCU ou les films X-Men. Tu peux faire une histoire de multivers où ils se croisent, mais sinon c'est mieux qu'ils soient dans son propre univers. Il y avait des moments où les deux premiers Deadpool essayaient de s'insérer un petit peu dans le canon des films X-Men, mais pour moi c'était une erreur. Une totale perte de temps car il est beaucoup plus intéressant quand il fait son propre truc. Suffit de voir comment il a fait ses propres versions de Colossus et du Fléau. Il s'est pas contenté de reprendre les versions préexistantes de ses personnages qui auraient eu du mal à coller avec l'univers de Deadpool. Le canon dans les blockbusters super-héroïques est un frein artistique. Même James Gunn et DC l'ont compris en laissant des films exister en dehors du nouveau canon qu'ils mettent en place dans leur nouvel univers cinématographique. Beaucoup voient dans le multivers un anti-scénario qui met fin à tous les enjeux. Parce que du coup on peut ressusciter n'importe qui, hein. Mais moi j'y vois une occasion de se libérer de l'hégémonie des univers partagés. Pour ainsi laisser exister les licences qui ne se conforment pas au style Marvel. Bon, encore faut-il que Kevin Feige le comprenne comme ça. Et non seulement Reynolds a pu imposer ses conditions, non seulement il se permet de dénoncer qu'ils sont dégueulasses de vouloir détruire son univers tout en gardant son personnage pour le profit, non seulement il se permet de parler de choses personnelles comme ses doutes par rapport à ses choix de carrière et de ne pas être à la hauteur de nos attentes, dit texto en début de film, mais aussi référencé de partout, jusqu'au running gag sur Nicepool et la vente de voitures qui fait référence à cette campagne de pub de voitures avec Reynolds. Mais il fait profiter les copains et les copines. Rien ne pourrait me ramener à la vie plus vite qu'une tonne de thunes de la maison Marvel. Et je ne parle pas de Hugh Jackman qui n'est pas là parce que Ryan Reynolds lui fait une fleur. Genre, je suis Hugh Jackman.
c'est moi qui te fais une fleur d'être là. Mais aussi, les deux qui rejoignent le MCU dans le même film étaient une offre que Marvel et Disney ne pouvaient refuser, marchandant ainsi leur liberté artistique. Non, en fait, je parle des rebuts, ces versions de personnages de Marvel que Kevin a littéralement jeté dans une dimension poubelle. Et pas seulement des films de la Fox, mais aussi de Sony avec le Punisher. Quel Punisher? Il y en a eu au moins 5. Ben, vu qu'elle est heureuse du film de 2004, je suppose Thomas Jane. Mais aussi, à ma grande surprise, les films New Line Cinema. New Line Cinema? Ouais, ils étaient même pionniers dans les adaptations de personnages Marvel. Attends, tu parles de... Blade Trinity 2, la revanche! Ouais, honnêtement, j'y croyais pas. Genre, je me disais, c'était pas le vrai Wesley Snipes. Il doit être en synthèse ou quelque chose, parce que... Pour rappel, Wesley Snipes a détesté travailler avec Ryan Reynolds durant la production de Blade Trinity, l'insultant et parfois même le menaçant. Je vous aime pas, vous. C'est pas nouveau. Mais en y repensant, Blade Trinity, c'était il y a 20 ans, quoi. On est tous vieux, hein. Entre-temps, Wesley Snipes a fait de la prison, a fini sa peine, a relancé doucement sa carrière, donc... Ouais, je suppose que depuis le temps, lui et Reynolds se sont réconciliés et que Wesley Snipes apprend à mieux se contrôler. Et Reynolds, bon joueur, lui donne une occasion de rappeler que c'est lui qui a immortalisé Blade dans la culture populaire et qu'il était même l'un des premiers vrais héros Marvel rentables au cinéma. Que sans lui, pas de Marvel, pas de MCU et pas de Marvel qui galère pendant 10 000 ans à faire un film Blade pour le MCU. Il y a jamais eu qu'un seul Blade et il n'y aura jamais qu'un seul Blade. Eh, c'est pas cool pour J.D. Hall, Kerry Payton, Tiki Fingaz, Harold Perrino, Michael J. Wack et Akio Otsuka. Non, vraiment, le même qui fait la voix de Solid Snake en japonais et la voix de Batu dans Ghost in the Shell, il a aussi fait la voix de Blade dans un animé. Mais il n'est pas le seul. On a aussi le caméo que tout le monde prédisait de Chris Evans, pas en Captain America, mais en Torche Humaine, et même Elektra version Jennifer Garner, qui sont des versions venant de films de merde, et je trouve ça quand même cool. Après tout, ça reste des acteurs qui ont fait de leur mieux pour rendre populaires ces personnages Marvel, et ils y ont mis du cœur, même si c'est au service de réels et producteurs nuls. Mais là où Ryan Reynolds a été un génie tactique, Channing Tatum dans le rôle de Gambit. Pour ceux qui l'ignorent, Channing Tatum était engagé dans un projet de film sur Gambit produit par la Fox en 2016. Le film a galéré à se faire pendant 5 ans, le mec était investi, il a même appris à manier les cartes et faire de la prestidigitation, il était à fond. Et puis, rachat de la Fox par Disney qui provoque l'annulation du projet. Et là, 3 ans après, Ryan Reynolds lui donne l'occasion de montrer ce qu'il aurait donné en Gambit dans son film à lui. Et maintenant, on parle de plus en plus d'en faire le Gambit du MCU. Le seul truc que je dirais de mal à propos de tous ces caméos, c'est que clairement certains personnages sont juste dans le faux et on n'a pas fait revenir les vrais acteurs. Non, désolé madame, je suis sûr que vous êtes quelqu'un de très talentueuse et tout, mais vous êtes pas qu'élu. Même le générique de fin montre une intention sincère de rendre hommage à tous les artistes, bons ou mauvais, qui ont participé aux origines des films Marvel. Et sans qui, on n'aurait jamais eu le MCU. Avouons-le, nos mondes nous ont oubliés. Ou même ne nous ont jamais connus. Les héros qu'on a été. Les vies qu'on a sauvées. Ou que l'on eût voulu sauver. Donc vraiment, c'est cool de la part de Reynolds. Il ne saute pas du navire qui coule, mais il va chercher les gars coincés dans le bateau et il va les rajouter dans son radeau. Et selon les personnes qu'il a fait venir, tu peux voir ça comme un hommage au service rendu ou une nouvelle occasion qui se présente pour eux. Une conclusion. Un héritage. Mais un autre point où il a été très malin, c'était dans son utilisation du concept de lettre encre. Ouf, pauvre comme traduction. Quoi, t'as mieux à proposer? Un agglomérateur. L'agglomérateur. Ok, va pour agglomérateur. L'agglomérateur est un être sur qui repose l'équilibre d'un univers, et tuer cet agglomérateur entraîne la destruction de cet univers. C'est un concept récurrent dans les histoires de multivers dans les comics Marvel, et perso, j'ai toujours trouvé que c'était une idée de merde. Au point que ça m'a rendu content de voir un film comme Across the Spider-Verse semblant parti pour cracher à la gueule de cette idée de merde. Je l'ai détesté dans les comics, comme dans les dessins animés. Le truc n'a aucun sens. On a engagé un scientifique du MIT, mais on lui a foutu le moral à zéro, alors maintenant, il se contente d'acquiescer. L'agglomérateur, c'est pas un dieu ou un être surpuissant, c'est juste un personnage Marvel comme un autre qu'on désigne comme le cœur de l'univers pour arranger des histoires où le multivers est en danger. Et souvent, ça tombe sur des personnages dont le charme repose sur leur côté banal, pas sur le fait que l'univers tourne autour d'eux. Et disons-le, Deadpool et Wolverine ne rendent pas le concept moins débile. On a combien de temps? Dans la majorité des cas, 2 millénaires environ. Ça va, Ouais, ça amoindrait un petit peu l'urgence de la chose d'expliquer qu'un univers meurt 2000 ans après la mort d'un agglomérateur. Hein. Non, et puis l'univers, il existait aussi avant l'agglomérateur. Non, parce que d'accord que Logan est vieux, mais il est pas j'ai vécu à l'époque des dinosaures vieux, hein. Mais ce qui sauve le concept spécifiquement dans le contexte de Deadpool et Wolverine, c'est la métatextualité. Comme on traite les univers comme des franchises de films, eh bien, en disant que la mort de Logan provoque la mort de cet univers, on dit que le départ d'Hugh Jackman et la mort de son personnage
ont amené à la fin de la franchise des films X-Men. Et disons-le, c'est le cas. Là où Deadpool continue à faire son bonhomme de chemin, les autres films Marvel de la Fox dépérissaient. Et le rachat de la Fox peut être vu comme l'euthanasie pour que cette mort de franchise dure moins longtemps. Et j'extrapole à peine, c'est texto ce que dit Monsieur Paradoxe. Ce multivers n'a pas besoin d'une nourrice, non, il a besoin d'une euthanasie. Et en l'occurrence, l'euthanasie, c'est moi qui l'administre. Donc ouais, ce film suggère que Disney et Marvel ont fait exprès de foutre en l'air les Nouveaux Mutants et Dark Phoenix. Et du coup, Deadpool qui profite de sa place privilégiée pour faire revenir Hugh Jackman pour sauver sa franchise, et tout le film qui devient un combat pour rappeler ce que les gens de la Fox ont apporté au genre du super-héros et ce qu'ils peuvent encore apporter, a encore plus de sens, et peut même être vu comme une opposition au formatage marvelien de Kevin Feige. Encore plus ironique, cette histoire de franchise qu'on essaye de sauver en faisant revenir un acteur populaire qui a marqué ses débuts, ben, on raconte ça dans un film qui est sorti dans la même période où Marvel a annoncé le retour de Robert Downey Jr. pour le prochain film Avengers. T'es en train de dire que Kevin Feige fait au premier degré ce que Ryan Reynolds se moquait? Je vois pas comment je peux être plus explicite, mais oui. Mais c'est qu'on a vraiment fait le meilleur film de super-héros du monde, pas vrai? Pas vrai? Pas vrai. Ce n'est pas encore ça. Attends, t'es sérieux? Tu vas quand même dire du mal de mon film? Non mais attends, j'ai été positif pendant les 3/4 de la vidéo, quoi. Je peux parler des quelques défauts du film tout en reconnaissant que c'est un bon film, quand même. Je le savais! L'équipe de Fermila s'excuse pour le départ précipité de son invité en raison de petits merdeux qui s'énervent à la moindre remarque. Mais pas d'inquiétude parce que pour le reste de cet épisode, nous avons un bien meilleur invité en la personne de Jeff Goldblum. Merci d'avoir accepté l'invitation, Jeff. L'émission vous plaît? T'as raison, petit comme ça. Fumier! Ouais, j'ai beau expliquer ce qu'il y a de super dans ce film, on va pas se mentir. Le film n'est pas parfait. Comme je l'ai dit, les critiques sur la mise en scène limitée et la colorimétrie chiante ne sortent pas de nulle part. T'as certains gags qui ne marchent pas trop ou traînent trop en longueur, et un défaut que je ne vois pas beaucoup de gens en parler, Deadpool et Wolverine n'ont pas vraiment d'alchimie. Je sais, c'est bizarre à dire parce que leur arc parallèle fonctionne, ils essayent clairement de faire de cette relation une romance quand ils insistent là-dessus avec les chansons et tout, et en dehors du film, Ryan Reynolds et Hugh Jackman ont une excellente alchimie. Clairement, tu sens que ce sont de vrais potes qui s'apprécient, hein. Mais dans le film lui-même, peut-être que c'est parce qu'ils se disputent trop, genre jusque dans le climax ils s'engueulent, que les moments d'ouverture émotionnelle se font un peu avec les autres personnages, mais pas tant que ça entre les deux, mais il manque clairement un truc. Et ce truc, c'est probablement dû à... Vous savez, c'est un petit peu marrant. Parmi tous ceux qui ont fait des critiques négatives sur ce film, certains avec pertinence et d'autres pour soutenir un narratif débile, il y a un élément qui est étrangement absent de toutes ces argumentations. Un truc qui pourrait expliquer les défauts de ce film sans pour autant les justifier, et qui pourtant me semble très important à relever. Oui, c'est facile, ça tient en 3 mots. Grève des scénaristes. Ouais, on n'a pas oublié trop vite qu'on s'est tapé une énorme grève des scénaristes. Pas seulement dans le cadre de ce film, mais en général. Et c'était genre il y a 2 ans cette grève. Et que ce film fait partie de ceux qui ont continué leur tournage malgré la grève, avant que les acteurs aussi se mettent en grève. Stoppant le tournage pendant un long moment. C'est vrai que t'as raison. Le fait que le fameux X-Men Origin Wolverine que Ryan Reynolds déteste tant et que la trilogie Deadpool existe juste pour se foutre de sa gueule, a aussi subi une grève des scénaristes durant sa production. Du coup, voir le 3e film Deadpool aussi subir une grève des scénaristes, ouais, c'est un petit peu rigolo. War never change. Et ouais, cette grève fait que, même s'il y a une claire maîtrise de la thématique méta et de l'arc des personnages, il y a quand même des points qui ont dû être bâclés. Que ce soit parce que les scénaristes ont été chargés de finir au plus vite le script avant que la grève ne commence, soit parce que sans scénariste sur le tournage et une ambiance d'improvisation, certains éléments ont été oubliés, mais voilà, ça passe d'éléments simples, genre comment Deadpool et Wolverine sortent de cette situation. Oh, il y avait une jambe de sentinelle qui traînait là par hasard, ils décollent avec et maintenant ils sont dans une autre scène. Le fait que le film n'est pas clair sur le rapport entre Logan et Deadpool, genre,
Ces films se passent dans le même univers maintenant? Bah oui, c'est ce que ça suggère, que la mort de Logan provoque la mort programmée de cet univers. C'est très logique dans le commentaire méta, sachant que c'était des films du même studio, mais dans la diégèse des films, ça veut dire que Deadpool 2 et Deadpool et Wolverine se passent vraiment après Logan. Mais Colossus, Negasonic et les autres, ils sont au courant que Xavier est mort? Et Xavier et Logan, ils sont au courant que Colossus et Negasonic sont vivants? Ce film était censé se passer dans un monde où les mutants sont tous morts normalement. Et comment ça se passe pour les caméos des X-Men dans le 2? On s'y perd dans leur chronologie. Bah qui est la faute? C'est toi qui as foutu la merde. Avant ça collait bien, hein. On peut aussi rajouter le fait que Nova redevient vite méchante pour le climax, alors qu'on vient de faire une scène où Wolverine l'épargne pour faire ressortir son côté gentil. Le coup du casque du fléau aussi, qui... bah c'est censé protéger les pouvoirs télépathiques, en quoi ça annule les pouvoirs télépathiques de Nova. Ding! Bon, je chipote, mais ça montre qu'ils ont souvent recours à des raccourcis et des excuses faciles pour aller là où le scénario veut qu'ils aillent. Et je le précise, je le reproche ni aux scénaristes, ni aux réalisateurs, ou aux autres artistes qui ont bossé sur ce film. Non, pour le coup, c'est la faute des producteurs. Pas juste de Marvel et Disney, mais de tous les moods sur ce cas. C'est eux qui ont poussé les gens à partir en grève, et c'est eux qui ont forcé à continuer la production de ces films, même durant la grève. Donc c'est les producteurs hollywoodiens qui ont merdé sur ce coup. Mais il y a deux points que je pense ont été très endommagés par la situation de grève et de scénarios bâclés, et qui sont selon moi très importants. La chimie entre nos héros, comme expliqué, fort probable qu'un développement de personnages plus approfondi aurait réglé ce problème, mais surtout, le Deadpool Corp. Pour faire simple, faire affronter Deadpool une armée de variantes de lui-même, c'est une super idée. Ça colle complètement avec l'arc du personnage qui se trouve pas assez bien et qui est face à d'autres versions de lui absurdes qui ont été jetées à la poubelle au sens propre comme au figuré, et ça colle avec le commentaire méta sur la déconstruction de figures de Deadpool dans le contexte de ce changement de paradigme qui a failli amener à son remplacement. Mais là, la façon dont j'en parle, vous vous dites sûrement, t'extrapoles pas mal là sur ce coup. Et vous auriez raison, parce que le film ne profite jamais réellement du Deadpool Corp. Ils sont là que pour avoir des gens à tuer dans un climax. Un climax sympa, hein, c'est all boy à la maison, mais ça reste fun, et ça a quand même demandé un certain soin dans sa fabrication, sa chorégraphie et tout. C'est même une scène que Reynolds avait en tête depuis un certain temps et qu'il a enfin pu mettre dans un de ses films, mais c'est tout. C'est une scène d'action et des gags, qui sert à rien car... bah ils sont immortels. Donc personne ne meurt dans ce massacre sanglant. C'est juste là pour ralentir nos héros pour le vrai climax et faire du fanservice avec toutes les célébrités qui jouent des membres du Deadpool Corps et le « Oh là là, Wolverine met enfin son costume !» Ouais, non, j'accroche toujours pas à ce costume. Ils ont fait des efforts pour qu'il passe en live, mais ça colle toujours pas, je trouve. Le jaune, c'est définitivement pas une couleur pour Hugh Jackman, hein. Ce qui colle pas à sa version de Wolverine, ce qui, ils ont essayé de justifier, hein, il y a toute une histoire par rapport à ça. Mais voilà, et puis le masque... non, c'est aussi gênant et ridicule que je m'y attendais, hein. Ce design marche en comics ou en dessin animé, mais en live, ça passe pas trop, quoi. Par contre, le costume brun de John Byrne, ça lui va bien. Et c'est con parce que... bah, clairement, c'était ça le plan. Il essaye toujours de faire ça avec Knightspool, qui est clairement une parodie de Ryan Reynolds. Moi aussi, j'ai le droit de parler aux spectateurs. La proposition... Tu te fous de moi? Putain, c'est à ça que tu me réduis? Et ça aurait tellement collé avec le reste du propos métatextuel, mais en plus... Marvel l'a déjà fait dans Loki, dans Spider-Man No Way Home, dans Doctor Strange, même dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, ils l'ont fait dans la seule bonne scène du film. Et ils pouvaient faire ça dans une scène d'action cool quand même, d'en faire une séquence où notre Deadpool rejette ce qu'on attend de lui et comment son image a été récupérée. Et je sais que Reynolds et Levy peuvent faire ça, car c'est exactement ce qui se passe à la fin de Free Guy. Slogan? Quoi? Ouais, j'ai pas encore eu le temps d'y penser. D'ailleurs, il y a un autre film qui l'a parfaitement réussi, Better Man. Le film où Robbie Williams est un singe, oui. Eh bien, il y a tout un truc où chaque fois qu'il est en concert, il se voit dans le public lui-même, plus jeune, reprenant des tenues de son passé, qui lui disent qu'il est nul et qu'il ferait mieux de crever au lieu de continuer à s'humilier sur scène, et ça arrive à son paroxysme durant son concert de Knebworth, où il y en a tellement qu'il craque et fait une putain de bataille du Seigneur des Anneaux contre ses lui du passé. Donc c'est faisable, parce que ça a déjà été fait par le même réalisateur que la comédie musicale que Reynolds référence plusieurs fois dans le film. Mais le plus gros défaut du film, enfin pas vraiment du film lui-même, hein, mais plutôt de Marvel en général, mais je sens que dans quelques années les gens vont finir par le reprocher à Deadpool et Wolverine, c'est que Kevin Feige ne comprend sûrement pas ce que dit le film. Et tout ce qu'il comprendra du succès populaire du film, c'est on doit faire comme Deadpool et Wolverine. À la fin du film, la TVA découvre que l'univers de Deadpool reprend vie car ils ont symboliquement redonné de l'intérêt pour les autres univers Marvel qui sont pas le MCU à travers leurs exploits. Et parce que l'agglomérateur est un concept débile qui n'a aucun sens aussi, oui. Mais de l'intérêt pour qui ? Pour les producteurs qui vont donc exploiter ce nouveau regain d'intérêt pour les films de la Fox. Fox l'a tué et Disney le ressuscite. Ils vont l'exploiter jusqu'à ses 90 ans. Drôle parce que c'est vrai, et triste parce que c'est vrai. Disney a enfin chopé Wolverine après toutes ces années, et ils vont sûrement pas le lâcher. Jusqu'à tes 90 ans.
Donc fort probable qu'il va continuer des trucs de multivers pour faire venir d'anciens acteurs Marvel mais sans l'intention de déconstruction, qui va essayer de faire du rated R plus souvent, de faire de la comédie plus souvent, ce qui était déjà banalisé mais ça va empirer. Il va continuer à croire qu'il faut forcer un seul modèle à la fois sur tous les films et on va encore se bouffer du Thor Love and Thunder, tu vas voir. Et donc, adieu les tentatives de renouveau et les prises de risque. Parce que Reynolds a beau essayer de démontrer que Marvel ne doit pas oublier comment il a eu son succès à Feige, lui, il va faire comme tout producteur hollywoodien, essayer de reproduire le succès sans comprendre que parfois un succès est un succès parce qu'il est unique. Les films comme Deadpool et Wolverine ou même Avengers Endgame sont des exceptions, des événements, voire des miracles. Tenter de le reproduire, c'est perdre la spontanéité et la sincérité juste parce que tu penses qu'un film est un produit consommable, qu'il suffit de refaire la même recette et ça conviendra aux gens. Ce qui marche dans Deadpool et Wolverine ne va pas forcément marcher pour le reste du MCU. Le coup de l'agglomérateur, ils ont trouvé un moyen de le faire marcher dans le contexte de ce film-là, mais dans le contexte d'un autre film, genre un prochain film Avengers plus sérieux, ça ne va pas marcher, car tu ne vas pas reprendre la métatextualité. Ryan Reynolds a beau envoyer des crottes de nez au MCU, il s'arrête un peu à des critiques superficielles sans se mouiller. Bienvenue au MCU, au fait. Même s'il n'est pas au sommet de sa forme. Peut-être que Deadpool et Wolverine auraient pu être plus provocateurs, révérencieux et original, et attaquer de vrais problèmes du modèle du MCU, autre que la conformité à un univers et un canon, genre je sais pas moi, la gestion des équipes des fixes, Et les doigts qui deviennent tout crochus à cause de l'ordi portable. ou comme on sortait tout juste d'une grève de toute l'industrie, comment les producteurs maltraitent les scénaristes et acteurs de leur production, ce qui est d'ailleurs toujours un problème, surtout pour les auteurs de comics qui ont créé ces personnages, qui sont sous-payés alors que Disney et Marvel se font des millions sur leur création. Si tu veux remettre le film sur le bon rail, arrête de hurler et concentre-toi sur le créatif. Le studio s'est perdu en cours de route. Ces films ont plus le même impact. Mais disons-le, il est dans un terrain où c'était son maximum à Reynolds. Le mec n'avait même pas le droit de montrer Deadpool prendre de la coke ou faire une blague sur Mickey pour dire You can't even say Michael Eisner. s'infiltrer dans la machine pour mieux la démonter, c'est une très bonne stratégie. Mais dans le cas de ce film, c'est un compromis entre l'intention artistique de Reynolds et ce que Feige attendait de lui. Et du coup, rien ne va changer, car les gens ne verront que le film rigolo avec du Madonna et verront pas le film qui dit « Laisse-nous créer ce qu'on veut, Kevin ». Le film est un constat, mais pas une proposition pour une alternative. Dear God, please fucking kill me now. I hate my life, and P.S. you're a cock-chugging fuckstain for approving that Disney Fox deal. Et c'est marrant parce que certains pensent que le film donne une leçon à Marvel car c'est mieux que les autres films de la phase 4 et 5 qui est nul parce que blablabla, mais pas tant que ça. Il fait un peu la même chose que les autres films de la phase 4 et phase 5, c'est juste que son exécution est meilleure, c'est tout. Ça a toujours été ça le problème de la licence Deadpool en vrai. Elle n'est pas aussi anticonformiste qu'elle ne le pense. Ça l'est encore moins maintenant que c'est officiellement une licence sous Disney. Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? Le gore, troisième fois qu'il le fait, et même avant ça, d'autres le faisaient comme Blade. L'utilisation du multivers pour faire revenir de vieux acteurs, ils font ça depuis WandaVision. Le mélange comédie-action, ils font ça depuis le premier Iron Man. C'est juste que parfois, ils ne prennent pas de réal inspiré. C'est toute l'ironie du personnage de Deadpool, finalement. Il se croit pas assez bien pour Marvel, alors qu'en final, il est aussi pourri que... Tu vas me le payer! Mais comment t'es arrivé là, toi? Jeff Goldblum m'a recommandé sur Vinted. Jeff? Pourquoi? Tu me dégoûtes. Et encore, c'est pas le seul truc qu'il a commandé. Quoi donc? Ça! Mais d'où ça sort de... Attends, quoi? En fait, non. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties sur cette chaîne, ou encore me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir cette émission, n'hésitez pas à aller sur mon Patreon, où vous y aurez accès aux versions non censurées de mes vidéos, et à mon Discord privé, où on parle d'un peu tous les sujets, et où je tiens au courant de l'avancée du prochain Fermez-la, et même partage des exclusivités. Vous aurez aussi droit à des contreparties, comme des badges, bugs, posters, stickers, et même le choix d'un film à critiquer, pour mon émission Twitch tous les samedis à 21h, le Vidéo Club virtuel. Si vous voulez m'entendre défoncer un film, défendre un film, ou tout simplement donner mon avis, n'hésitez pas. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt sur Fermez-la. Vous avez raison. Elle est petite comme ça. On parle de la fille d'Ant-Man, hein. Je vois pas ce que vous...